présente, Sofiane Amar, je suis un des fondateurs de la société Virtual Scale, dont on vous présentera brièvement les autres fondateurs et les quelques références que nous venons de signer à la fin de ma petite présentation. On va probablement déborder sur le planning puisqu'on a démarré un peu tard. Peut-être qu'on régulera la présentation à Arnaud Pasquier, le directeur technique, sur la partie des deux scénarios que nous comptons montrer sur cette migration en réversibilité. Voilà, nous avons choisi aujourd'hui un thème qui n'est pas très simple à aborder sur les sujets de cloud et pas forcément des présentations, on va dire, classiques encore sur les définitions ou sur, je dirais, le basculement de l'environnement informatique dans le cloud, puisque nous on pense aujourd'hui que c'est un vecteur qui... Est-ce que vous m'entendez tous ou est-ce que je prends un micro? Non, c'est bon. Alors j'ai pas de souris en fait, donc je vais devoir être devant l'écran. Donc on a abordé un sujet qui commence un peu à apparaître autour de la réversibilité, un terme que j'ai moi-même découvert récemment. On parlait avant de migration ou de portabilité d'applications. Et c'est vrai que le cloud apporte une dimension d'automatisation tellement forte qu'on peut percevoir au travers de cloud providers ou d'hébergeurs une volonté d'une entreprise à passer d'un cloud provider à un autre. Donc on s'est dit, pour présenter un peu le logiciel et l'écosystème qu'on développe aujourd'hui au travers d'un acteur américain qu'on présentera qui s'appelle Nebula, un des meilleurs scénarios possibles, c'est la réversibilité, c'est-à-dire de démontrer une application réelle, de bouger entre un cloud provider, qui est un cloud provider public, qui s'appelle Amazon, et un cloud provider privé, qui est celui de Nebula et qu'on met en place pour les entreprises aujourd'hui au travers de notre réseau de revente. Donc, réversibilité, c'est un terme assez technique, on va dire. Il y a un peu un fourre-tout. Il y a un concept technique dans la réversibilité, une architecture vers une autre. Il y a ensuite un sujet qui est plutôt juridique, c'est je suis un provider, je passe à un autre provider, qu'on ne va pas couvrir aujourd'hui. On voulait juste montrer la faisabilité, l'impact d'une architecture basée sur un cloud public, sur un environnement de cloud privé. Donc on est dans une démarche aujourd'hui de vulgarisation, d'un certain nombre de concepts, et pas tellement de contrats, de SLA autour d'un cloud provider. Donc le positionnement était sujet pour nous de démontrer une faisabilité technique, mais pas forcément de rentrer dans une logique plutôt juridique sur les contrats. La réversibilité intégrant un peu tous ces éléments-là. Enfin, à la différence des présentations classiques que j'ai pas mal entendues cette dernière année sur le cloud, notamment on démarre avec des chiffres en général, Gartner, etc. Je voulais juste démarrer pour moi avec un constat, qui est un constat qu'on a vu pas mal sur le continent américain, un peu moins sur le continent européen, mais qui démarre, on a toujours ce petit sujet de décalage, qui est en fait un constat d'une rupture qui a été annoncée, qui commence à venir, et qui, au-delà de la virtualisation, au-delà de 80% de ce qui a été virtualisé dans les parcs des data centers en France, si je prends le cas de la France, le chiffre de 80% est un chiffre tout à fait réaliste, on rentre dans une logique aujourd'hui autour du cloud. Le concept nous est venu d'un cloud public, Amazon, principalement, pour réellement apporter toute la notion du terme de cloud. Il est venu là-dessus. Il n'est pas venu de la virtualisation. Il n'est pas venu d'éditeur. Il est venu d'un opérateur public. Et ça, c'est un point très important dans la définition et dans la compréhension de ce qui est venu après. Donc, ce constat-là a permis de clairement donner un certain nombre de fonctionnalités à des applications, à un écosystème d'applications, à des architectures qui se sont mis du coup dans un ou plusieurs data centers d'Amazon et qui se sont mis à créer leur environnement applicatif. On avait en partie c'est des hébergeurs, mais surtout avec une vraie dimension d'automatisation, d'industrialisation et avec
4 caractéristiques que j'ai résumées, qu'on va trouver un peu communément dans la définition du cloud. IBM, je me rappelle, avait créé, ça fait 10 ou 15 ans, un concept de l'informatique à la demande. Et en fait, on n'a jamais réellement vu cette notion à la demande dans l'usage et dans la facturation. En tout cas, on ne l'a pas vu de la dimension qu'a apporté le cloud public d'Amazon. Donc, le vrai sujet qu'a apporté Amazon et sur lequel se sont greffés l'écosystème de l'ensemble des ténors de l'IT était cette notion de plateforme automatisée, low cost, à usage, avec toute la notion d'élasticité. Donc ça, je dirais, ça résume en grande partie l'apport de l'agilité qu'a apporté Amazon. À partir de là, cette rupture pour nous, on l'acte, on la prend en considération, on pense qu'on en est au démarrage, réellement au démarrage. Et là, je discutais hier après-midi avec un grand cabinet de conseil français qui me disait qu'en fait, il va y avoir 3 ou 4 grands comptes français qui vont annoncer des vrais clouds privés, des vrais clouds hybrides dans l'année 2012, ce qui laisse évidemment un champ extrêmement fort pour ce qui va présager dans les années à venir. Donc, acter ce point-là était pour nous un point très important. Le cloud vient dans une dimension, à la différence de l'Internet et du web, vient dans une dimension très forte dans l'interconnexion entre les différentes applications et les différents process métiers. C'est-à-dire que la dimension de mettre une application dans le cloud, ou des applications dans le cloud, va structurer clairement un certain nombre de process métiers, un certain nombre de business process qu'on n'avait pas dans le temps, alors qu'on faisait de l'hébergement pendant 12 ans, de l'ASP, d'applicatifs web, etc. La dimension cloud, réellement, plus vous poussez vos applications dans le cloud, plus vous allez pousser vos process métiers, et à partir de cet instant-là, plus vous allez avoir une dimension d'outsourcing de votre application beaucoup plus automatisable qu'on avait avant, et on va le décrire un peu au fil de cette présentation. Alors, gestion de quelques éléments clés du cloud, donc apparenté du cloud public, on va hériter petit à petit dans une dimension de privé, clairement, mais l'un des enjeux clés, c'est le cycle de développement. Pareil, on avait dans les entités des entreprises, des grandes PME, des grands comptes, une notion de département d'études, département de production. Cette scission faisait qu'à la commande d'une livraison d'un logiciel interne ou d'ailleurs externe, on avait toujours ce cycle où on devait passer par le département de production pour s'équiper. Voilà, équiper, alors ça contient un peu tout, du hardware, du software, de la maintenance, etc., etc. Et je pense que une des dimensions du cloud public, là c'est un point important, qui va commencer à rentrer dans la notion d'équipement de cloud privé, était cette facilité à mettre en place un cycle de développement extrêmement court, puisque vous êtes dans une notion de service et d'usage de votre matériel ou de votre logiciel qui est complètement installé, self-provisionnable, avec tout un catalogue d'applications, et donc vous allez pouvoir clairement automatiser ce cycle d'abord pré-production, c'est ce que j'appelle ici test and dev, et ensuite de production. Et cette capacité d'avoir amené cette exigence-là dans un cloud public, aujourd'hui on en hérite dans une certaine dimension dans le cloud privé, en tout cas dans les différentes déclinaisons des clouds privés, des différents éditeurs du marché. Alors, je parlais d'un sujet qui était connecté des applications. Je pense que ce terme est très important. Internet a apporté cette dimension de faire du put, du get, de faire un certain nombre de connexions entre applications. Je pense que le cloud pousse un peu plus l'élément de connexion et va encore plus dans une industrialisation de cette connexion et qui permet du coup d'avoir réellement des process métiers beaucoup plus fluides. Je cite une société française qui s'appelle Run My Process, qui aujourd'hui a été couronnée d'un certain nombre de succès, notamment dans des grandes entreprises, par cette capacité à avoir créé un logiciel en mode cloud, en mode SaaS, et qui permet de décentraliser entièrement un certain nombre d'enjeux de gestion de process en dehors de l'entreprise. Donc on est vraiment toujours dans cette continuité
dans cette continuité d'automatisation du process métier. Alors, quelques points d'inflexion assez rapidement. Et je finirai sur cette première partie du périmètre marché. Donc, on démarre par un cloud public qui a catalysé le marché, qui a clairement apporté de l'innovation, de l'agilité, qui était Amazon. D'autres déclinaisons vont venir. Hein. Je pense que vous êtes tous au courant des déclinaisons françaises qui atterrissent tous les jours. Mais cette capacité à avoir créé de l'agilité est un des vecteurs, nous pensons, sur les 10 prochaines années, d'apporter de l'agilité et de l'innovation à travers un cloud public. Une vision des DSI qui bouge bien aux États-Unis, qui bouge timidement en Europe, particulièrement en France, et qui commence à rentrer. Donc, je citais les 3 chantiers très importants qui vont être visibles sur le marché français en 2012. Je pense qu'ils vont donner une réelle crédibilité au cloud privé et ils vont donner une dimension à faire, évidemment, un suivi du marché petit à petit. Donc, aux États-Unis, c'est clairement quelque chose d'acté aujourd'hui. La majorité des entreprises bougent, enfin, je parle des grandes entreprises, évidemment, bougent sur cet aspect-là sur du cloud. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs, publics, privés, évidemment, il y a des équipementiers. Les points d'inflexion ont été aussi le suivi d'Amazon et de Google par l'ensemble des ténors de l'IT, HP, IBM, Dell, qui sont les grands de cette planète sur cette partie-là, et tous ont décliné d'abord des clouds privés, pensant au départ qu'ils allaient réellement rester sur leur chasse gardée de l'entreprise dans le monde du privé, en disant le cloud public, c'est un manque de sécurité, c'est un manque de SLA, etc. Et en fait, bizarrement, entre 2011 et 2012, tous les acteurs de l'IT ont lancé tous des clouds publics. Donc, c'est important. Ça veut dire que dans les prochaines années, vous allez pouvoir bouger votre application sur un cloud public ou sur un cloud privé d'un équipementier ou d'un éditeur. Donc, ça change réellement la donne et ça concourt au fait que les Amazon et Google, qui venaient purement de l'Internet, sont en train de capter un flux d'entreprises de l'IT moderne, entre guillemets. Hein, c'est une chose que, voilà, ça me rappelle un peu les ruptures qu'il y a eu dans l'open source quand Linux est venu, alors qu'il y avait des Unix propriétaires, où il y avait du Microsoft entre guillemets propriétaire. Ça me rappelle un peu les enjeux de la voix sur IP quand elle est arrivée, qu'il y avait déjà tous les équipementiers sur place qui disaient nous, ça fonctionne très bien, la voix sur IP ne nous intéresse pas. Donc on est sur un cycle de maturité qui démarre. Et on est surtout sur un point d'inflexion très important, d'annonces très fortes d'équipements et qui ont ouvert leur cloud public. Hein. IBM et HP ont ouvert clairement leur cloud public avec un certain nombre de fonctionnalités, un certain nombre d'innovations sur lesquelles va bouger l'entreprise. Des projets français que vous connaissez tous, Andromède, Alco, et en fait une réalité qu'on a pu nous tester et qu'on a pu mettre en place pour vérifier un peu cette véracité de l'information, c'est ce fameux concept de data center programmable, que j'ai trouvé réellement très séduisant et que depuis 12 ans dans l'hébergement, on n'a pas vu cette proximité de l'application au sein du développeur. Et là, aujourd'hui, avec un Amazon, avec un Rackspace, demain probablement avec un Andromède, vous allez pouvoir réellement intégrer l'application sur un modèle de cloud, public ou privé. C'est pas, à la limite, c'est moins important aujourd'hui. Ah, Maurice qui vient. Et à partir de là, on est dans une logique où, par des librairies que va vous fournir votre service provider, vous allez pouvoir automatiser entièrement votre application. On va essayer. Et ensuite, voilà, sur le côté. Merci. Moi. J'ai juste cherché les piles. Alors, toujours dans cette démarche de point d'inflexion, les périmètres marché du cloud aujourd'hui, on l'a senti, hein, moi ça fait 1 an à peu près qu'on tourne sur les sociétés les SS2I, les sociétés de services, les intégrateurs, qui sont parfois un peu loin un peu de ce domaine-là, ayant leur opérationnalité sur le delivery de leur logiciel, mais
en parlant à des entreprises en direct, on s'aperçoit qu'il y a le sujet de cloud a été apporté par la notion de budget. Point très intéressant. On s'aventure plus maintenant dans les charges que dans les investissements. Donc c'est un point qu'a ouvert Amazon, que vont ouvrir l'ensemble des clouds publics du marché. Et donc, raisonnablement, c'est un point qui suit un peu le mouvement du vrai usage qu'a implémenté Amazon. Une redéfinition des rôles. Clairement, le cloud va mettre en place au sein de l'organisation ce cycle département d'études, département de production et cycle où vous allez avoir des départements métiers. Vous allez clairement redéfinir un certain nombre de choses par le fait même que les process métiers vont changer grâce au cloud. Donc je cite ici ce qu'on a vu dans la majorité des études. Voilà, organisation du département de production métier et DSI. Et tout le monde aspire, même si ce n'est pas la réalité, hein, on est vraiment au démarrage, mais on pense, les penseurs pensent que les DSI, les prochaines DSI, vont plus faire de la coordination, du management d'infrastructures informatiques bâties dans des clouds publics ou privés. Donc leur rôle va être vraiment de savoir choisir le bon prestataire, chose qu'ils faisaient dans le temps en faisant de l'hébergement, mais sur lequel ils vont devoir encore plus faire du contrôle et du management parce qu'ils vont céder une partie de leur parc applicatif. Et sur cette partie-là, ils vont devoir avoir un rôle où ils vont être moins corrélés à l'infrastructure, moins corrélés aux aspects de réseau, hardware, maintenance, licence logicielle. Tout ça, ça va s'acheter à l'usage et clairement avoir un rôle de coordination et de management de ces cloud providers. Voilà, le dernier slide sur le périmètre marché, c'est ce qu'on a recueilli un peu sur des projections de 2015. Je dis plus parce que je pense qu'on est sur une vraie dimension de marché qui va démarrer et donc entre dire qu'on va atterrir sur 2015 ou 2016 sur 20% du parc en pure cloud privé, en pure cloud public, je pense que si je prends l'expérience de la voie sur IP, ça a démarré en 2002, ça fait 10 ans. Maintenant, on a des vraies offres matures des 3 opérateurs mobiles du marché. Donc, ça a pris réellement une maturité d'entre 7 et 10 ans. Si on pense que le cloud, il a démarré en 2009-2010, par réellement des offres matures, voilà, à partir de 2015, vous allez avoir une évolution du marché des entreprises sur du HP, de l'IBM, de l'Amazon, de l'Andromède, etc. en cloud public. On parle de données stratégiques en France, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'une donnée stratégique maintenant, une application stratégique peut être bougée dans un cloud public demain, type Andromède. Voilà, nous sommes déjà dans des infrastructures fortement virtualisées, ça c'est un point très important. 80%, hein, je donnais un chiffre, c'est les chiffres des statistiques, 80% de l'IT classique est consolidé déjà dans les moteurs de virtualisation, principalement aujourd'hui VMware. Et l'infrastructure élastique que va permettre de faire le cloud va vous donner lieu à un certain nombre de contraintes ou d'avantages. On peut les voir comme on veut, mais c'est présenté en tant qu'avantage. La localisation des données et des applications indépendamment des data centers, ça c'est un point très important. Aujourd'hui, ça effraie un peu les DSI, mais on s'aperçoit que les offres qui vont sortir des clouds publics vont avoir cette capacité à avoir une indépendance entre les données et les data centers. Aujourd'hui, on est un peu braqué pour savoir si le NAS ou les 3 Tera qu'on a sont à Vitry ou sont à Toulouse. Mais je pense que plus on va aller vers une dématérialisation de cet aspect-là, pour la simple raison que les usages du mail, d'un Gmail ou du cloud en général vont permettre de se déstresser par rapport à ce sujet. Alors, certes, il faut qu'ils soient en Europe ou en France, mais déjà sur la partie conceptuelle, les offres de cloud permettent de faire ça. Les charges des applications, un point important, vous allez vous définir plus vers une consommation à l'usage, donc je prends de l'usage, et quand ma application va consommer 80% de mon CPU, en fait, par un effet intéressant d'un script que j'aurais mis, je vais faire un auto-scaling directement sur une infrastructure à côté ou dans un autre data center. Ça permet effectivement d'avoir l'un
majeurs avantages du cloud, et une réduction massive de l'infrastructure et des coûts informatiques en termes, je pense que là-dessus, il y a un point d'inflexion assez fort. Quand je dis réduction massive, je parle de l'investissement, parce qu'aujourd'hui, on rentre sur ce type d'infrastructure et d'architecture sur une logique de charge beaucoup moins que d'investissement. La non-prédictabilité des données, vous démarrez une application ça vous prend 2 serveurs au départ et ça vous amène à 100 à un certain moment, c'est le vrai avantage aujourd'hui de ces infrastructures-là. Et l'avantage de coût est que je n'investis pas dans les 100 machines dès le départ, puisque je fais de la non-prédictabilité dans mon cloud public ou accessoirement dans mon cloud privé. Donc ces enjeux logiciels qui se trouvent dans des clouds publics en termes d'administration, je parlais de data center programmable, ou dans les clouds privés, vont amener ce périmètre marché petit à petit à bouger. Et en deuxième point, en ralliement avec ça, le titre de mon exposé, c'est les stratégies applicatives dans le cloud. Donc une fois qu'on s'est dit que ce marché va évoluer dans un sens qui est de pousser les applications, quelles stratégies on peut pousser, quel type d'application on peut pousser dans le cloud. Et j'aborde ici. Alors, le seul slide de chiffres que je vais faire, c'est celui-là, que j'ai trouvé intéressant. C'est un slide que j'ai récupéré par un cabinet de conseil américain qui en fait, le plus important dans ces chiffres, c'est la partie européenne, que vous voyez à droite au milieu, et la partie cloud/on-premises. C'est ce que j'appelle le cloud hybride, c'est ce qui est communément appelé comme cloud hybride. Comment ? Ça marche en plus. C'est cette partie-là. Alors, on voit, d'après quelques projections qui ont été faites, bon, ceci étant, c'est toujours des projections, je pense, qui tendent à se vérifier plus ou moins un certain nombre de facteurs d'erreur, mais il y a quand même un point intéressant, c'est que le pure player ou le hybride, cette partie-là, va prendre la majorité du marché. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes dans le cloud hybride ou dans le cloud public. Le pur cloud privé va petit à petit se laisser séduire, on va dire, par cette notion d'hybride ou cette notion de public. Donc c'est un point intéressant, réellement, qu'on a trouvé dans ce sujet-là, c'est de dire, mais c'est assez intéressant, mais alors c'est bizarre, mais toutes les applications qu'on va trouver aujourd'hui dans l'entreprise, actuellement, il n'y a aucun intérêt pour de la scalabilité d'application, de la forte audience. Pourquoi les passer dans le mode cloud? Et j'ai différencié 2 types d'entreprises qui ont amené un peu le succès du cloud public. La première typologie de l'entreprise que j'ai appelée 2.0, c'est les entreprises qui sont nées de rien du tout en termes d'infrastructure matérielle, d'infrastructure logicielle. Ils n'avaient pas démarré avec un ERP, un CRM, une gestion commerciale, etc. Mais qui ont démarré avec un vrai besoin à eux, qui était de faire un service particulier pour des consommateurs ou pour des entreprises. Et ces entreprises-là ont démarré directement dans les années 2008-2009 sur un cloud public, qui est Amazon. Et en fait, on s'aperçoit que cette non-prédictabilité des données, le fait qu'ils sont passés de 100 utilisateurs à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, leur a permis d'utiliser les capacités, l'agilité et l'innovation d'un cloud public. Donc ces entreprises-là, pour eux, évidemment, premier jour, je démarre sur un cloud public, parce que ça me donne un très faible niveau d'investissement et une énorme capacité à croître. Et en fait, on s'aperçoit qu'au bout de quelques années, et ça c'est un point d'inflexion intéressant, ces structures-là bougent ensuite sur du cloud hybride. Si je prends les plus connus, qui sont dans le domaine du jeu, par exemple Zynga, ou Instagram, qui maintenant fait partie de Facebook, ont migré une bonne partie de leurs applications, une bonne partie de leurs data, sur un cloud privé avec des extensions toujours sur un Amazon. Donc en fait, on est sur des... et François parlera après de la partie retour sur investissement. On est sur des pendules applicatifs où je démarre sur un cloud public, ça fonctionne bien,
je réussis peut-être mon concept, et à un certain moment, quand je réussis mon concept, je me dis, bah tiens, c'est peut-être intéressant que je remets une partie en investissement sur mon cloud privé. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la philosophie de mes couches applicatives, de mon architecture, de ce que j'ai mis sur Amazon, je dois en partie, peut-être maximiser, je ne vais pas dire 100%, et c'est le point de la réversibilité, en partie avoir la même philosophie que mon cloud public. Ça veut dire l'ouverture, les API, l'élasticité, le paiement à l'usage, le self-provisioning, etc. Donc, à un certain moment, ces entreprises qui réussissent dans le cloud public, leur système d'information, puisque là on parle en fait, du système d'information d'Instagram, avec une utilisation massive d'X petits programmes qui permettent d'améliorer le SI sur Amazon, ils se prennent cette notion de faire du cloud privé à un certain moment. Donc sur la stratégie applicative de ces entreprises-là, cloud public au démarrage, cloud hybride à un certain moment. On revient un peu aux chiffres du cabinet de conseil qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, j'ai nommé l'entreprise. L'entreprise, c'est-à-dire nous tous, nous qui avons 3-4 serveurs chez un hébergeur, qui, pour des raisons ou une autre, on a hébergé une partie de nos applications. On a toujours 2-3 filers dans l'entreprise. Et là, cette partie-là, aujourd'hui, il y a des choses qui sont éligibles au cloud, je pense. Il y a des choses qui sont moins éligibles au cloud. À l'instant où on parle, il y a vraiment un intérêt de pousser un certain nombre d'applications, mais pas toutes les applications, parce que économiquement, techniquement, ça reste toujours un point faible du cloud aujourd'hui tel qu'il est vendu en France. On en parlera tout à l'heure. Donc j'ai noté quelques éléments que je verrai tout de suite dans le cloud. Alors, messagerie, on voit beaucoup le rôle de la messagerie bouger sur des Microsoft Azure, du Gmail, Google. VMware a acheté une entreprise assez connue dans le domaine du mail hosté. Donc je pense que là-dessus, il y a un vrai enjeu de bouger sa messagerie sur un cloud provider aujourd'hui. Ensuite, test et développement. Alors ça, c'est vraiment, et on va faire 2 études de cas, ça c'est vraiment l'application typique du cloud. C'est vraiment pour les sociétés la vraie mesure qui permet à quelqu'un de dire, bah, tiens, qu'est-ce qui va me ramener dans l'architecture du cloud? J'en parlerai par 2 cas réels que nous avons mis en place. Alors après, il y a d'autres types d'infrastructures, mais qui sont peut-être un peu déconnectés du monde de l'entreprise, mais j'ai trouvé, par exemple, mon cabinet d'expertise comptable qui utilise Dropbox. Alors, Dropbox, voilà, c'est du cloud grand public, etc. Bon, et c'est aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs télécoms lancent aussi des initiatives autour du stockage des portails. Et c'est vrai qu'on sent que c'est une application native du cloud. Hein, c'est quand même beaucoup plus intéressant de payer quelques centaines d'euros par mois pour aller traiter 500 gigas ou 10 Tera en sachant que c'est opéré entièrement par un hébergeur. Et là, vous allez trouver la génétique de ça. Ça a démarré en 2006-2007 sur des services Amazon. Et aujourd'hui, beaucoup d'hébergeurs, notamment en France, proposent des stockages des portails. Alors, les applications futures qui vont petit à petit être portées en mode cloud, c'est ce qu'on a énoncé, c'est-à-dire des choses qui, pour aujourd'hui, n'ont pas de véracité, en tout cas technique ni économique, mais qui bougeront petit à petit dans le cloud. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, quand vous allez avoir une partie, je pense, dans une entreprise, sur des infrastructures cloudifiées et une partie sur des systèmes simples, l'administrateur, l'ingénieur système, le développeur va petit à petit avoir une cohérence de son infrastructure et il ira mieux chercher quelque chose qui est dans une même technologie. Je pense que cette rupture va amener ce niveau des choses. Alors, sur cet aspect-là, je voulais faire un petit point sur je reviens donc sur le thème du séminaire, cette notion de réversibilité. J'ai parlé d'architecture technique pour la présenter au départ, donc pas de notion contractuelle. Et j'ai essayé de décoder 3 points qui me semblent importants, dans une notion de réversibilité, en tout cas tel que nous on le voit dans le cloud. Cela ne veut pas dire que c'est exhaustif. Je pense que si vous prenez du cloud hybride bâti sur de l'open source, on peut rajouter d'autres critères. Ceci étant, sur la partie que nous défendons aujourd'hui,
On pense que emprunter, coller aux philosophies des clouds publics est le vrai sujet du cloud hybride ou du cloud privé. Donc pour nous, on en a décodé 3. Alors la première, c'est l'ouverture par l'architecture et l'API. Alors vous allez toujours entendre ce mot d'API, mais en fait, c'est vraiment l'enjeu de la programmation d'un data center ou d'une application à distance. Plus vous avez un logiciel d'orchestration au-dessus de votre outil de virtualisation qui est un logiciel ouvert par les API, plus on va pouvoir capter de la valeur sur tout ce qui va sortir dans le cloud public. Donc, ensuite, charge évidemment à l'éditeur ou à l'intégrateur qui va aller chercher de la donnée sur Amazon ou de la donnée sur un cloud public français. Alors, il y a OVH, par exemple, il y a Innovance, il y a quelques clouds publics qui commencent à rentrer dans ce domaine-là. Plus l'ouverture de la librairie est importante, plus vous allez pouvoir faire ce mouvement de pendule et cette stratégie applicative. Ensuite, on a parlé de la neutralité vis-à-vis des environnements matériels. Alors, ce point-là est important, mais n'est pas capital. On sait que Dell, HP, par exemple, travaillent sur des versions bâties autour d'un OpenStack, qui est le logiciel open source de la communauté open source du cloud. OpenStack est très ouvert, c'est un environnement sur lequel on peut évidemment bâtir sa stratégie applicative. Et ce qui est intéressant avec OpenStack, comme ce qui est intéressant avec Nebula, c'est cette capacité à être neutre sur le matériel. Et je pense qu'on a assez souffert des environnements d'exploitation un peu tunés pour un certain nombre d'équipements. Je pense que là-dessus, il y a une dimension qui est dans la réversibilité. Et le dernier point, c'est la capacité à être entièrement, je dirais, complètement neutre aussi par rapport aux environnements de virtualisation. Donc, que ce soit sur VMware, donc ESX, que ce soit sur KVM, que ce soit sur Xen, que ce soit sur demain Hyper 5 de Microsoft, l'application ou l'orchestrateur qui contient l'API, qui contient cette neutralité, doit être ouvert à l'ensemble des hyperviseurs du marché parce que vous allez hériter d'environnements IT qui ont été consolidés dans cet environnement de virtualisation. Et donc, c'est très important de marquer cette neutralité. Alors, nous avons, choisi un éditeur qui permet de rallier ces 3 fonctionnalités et qui permet effectivement de travailler avec un cloud public qui est Amazon, mais pas seulement Amazon. Alors, je cite Amazon à gauche, là. À gauche, ici, mais je cite un autre environnement qui est Cloud Foundry. Cloud Foundry, voilà, un des leaders de la virtualisation dans le monde, c'est VMware. VMware a lancé une initiative open source qui s'appelle VMware Foundry, qui vous permet, si vous êtes développeur, si vous êtes entreprise, de construire votre propre plateforme as a service en open source bâtie sur Cloud Foundry. Si vous avez un programme qui va tourner là-dessus, ce programme-là, il est entièrement automatisable sur Nebula, l'environnement Nebula. Quand je dis entièrement automatisable, je pense que Arnaud jettera un petit mot tout à l'heure, mais l'environnement de la sécurité, l'environnement de la gestion des objets que vous allez avoir sur VM Foundry, ce programme-là, ou cette architecture-là que vous allez avoir, va s'exécuter sur votre cloud